Parfait. Yo-Yo Mag, bonjour, bienvenue à The Farm. Vous êtes la cinquième personne à venir pour les Codex Conversations, donc des conversations à propos du monde de l'art contemporain que l'on étudie via le prisme de la sociologie, de l'histoire, de la communication, et cette fois-ci nous allons du côté du marché et du côté des galeries d'art. Voilà, je vous laisse vous présenter votre parcours, qui vous êtes. Bonjour, merci de m'accueillir ici, ravi aussi d'aborder ce sujet, vaste sujet. Donc je suis la troisième génération d'une famille extrêmement impliquée dans le monde de l'art. Mon grand-père Aimé Mag a créé la Galerie Mag, puis la Fondation Mag, et sans doute a inventé, a créé, mis en place le modèle du marché de l'art tel qu'il est pratiqué et utilisé aujourd'hui. Très bien. C'est justement donc pour ce livre qui est devenu un best-seller, donc la saga Mag, que nous vous recevons. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de partir de ce livre, donc suivre la trame, mais pour parler vraiment des mécanismes Oui. du marché. C'était vraiment ce qu'on s'était dit qu'on allait faire, c'est les mécanismes du marché, du premier marché, des galeries. Et donc, peut-être une première question, vous pouvez peut-être présenter votre grand-père, Aimé Mag, qui il était et comment est née sa vocation pour l'art. Alors, il a un parcours tout à fait unique, puisque pas du tout prédestiné à être dans un quelconque marché culturel ou artistique. Il est fils d'ingénieur cheminot du nord de la France, un ch'ti, Mm. et au drame de la Première Guerre mondiale, il se retrouve orphelin, récupéré par la Croix-Rouge et placé dans une famille chez un paysan dans les Cévennes. Donc il est déraciné de son nord, pays ultra-catho, pour se retrouver dans les Cévennes, pays luxuriant et protestant. Et sans doute ce déracinement et cette nouvelle vie lui a incroyablement ouvert l'esprit. En tout cas, c'est toujours ce qu'il m'a dit. Et il était, aujourd'hui, on l'aurait certainement diagnostiqué ou en tout cas reconnu enfant précoce ou surdoué. Donc il apprenait très très vite, il avait une mémoire absolument époustouflante et il était doué pour beaucoup de formes d'art, notamment la musique. Ce qui le passionnait, c'était la musique. Il jouait très bien du violon et à 18 ans, il crée un petit club de jazz. Alors imaginez un club de jazz dans les Cévennes dans les années 25, puisque lui est né en 1906. Et de là, tout de suite, il a eu une attitude différente. Il était habillé différemment, il bougeait différemment, il avait un vocabulaire extrêmement riche, il lisait beaucoup. Mais pour justement s'offrir ses passions, notamment la musique, donc se faire importer, envoyer des disques des États-Unis, ce qui était absolument incroyable, il a beaucoup travaillé. Toutes sortes de petits boulots, de petits métiers, aussi bien livreur que commis dans une boucherie ou quoi que ce soit, et ce qui lui a permis justement non seulement d'acheter des livres, d'acheter des disques, d'acheter aussi des habits différents, et il a très vite compris qu'en étant le meilleur, ça lui apporterait la liberté de choix. C'est ce qui s'est passé puisqu'il a été tout le temps primé à l'école, tout le temps des bulletins absolument presque, on n'y croit pas, tellement dans toutes les matières, il est excellent, il excelle dans toutes les matières, si bien, et là on est presque dans une histoire à la Pagnol, que les professeurs se prennent d'affection pour ce petit gosse surdoué et lui dispensent un enseignement supplémentaire. Donc il se retrouve comme ça avec vraiment un savoir plus important et en plus avec son excellente mémoire, il apprend extrêmement vite. Si bien qu'il choisit, contre l'avis de sa famille et de sa famille d'adoption, de poursuivre un enseignement aux Beaux-Arts de Nîmes en tant que technicien de la lithographie, c'est-à-dire graveur lithographe et même chromiste lithographe, donc assez technique, parce que justement, il dit, lui, il aurait voulu être un artiste, incontestablement. Il s'est rendu compte qu'il ne serait sans doute pas le meilleur et qu'il n'aurait pas la liberté. Donc, il dit, eh bien, autant me mettre, et ça tout de suite, dès ses 19 ans, me mettre au service des artistes.
Et de là, il devient technicien lithographe. Il part ensuite à Cannes, alors deuxième déracinement, comme ouvrier, dans une grande imprimerie. Et là, ses talents sont immédiatement reconnus, si bien qu'on lui confie dans cette imprimerie le département, justement, relations avec les artistes et technique avec les artistes, à la faveur de quoi il rencontre Pierre Bonnard, qui habite à l'époque au Canet. Alors Bonnard a 40 ans de plus que mon grand-père, et de là naît une extraordinaire amitié entre ces deux hommes. Bonnard, qui n'a pas eu d'enfant, comme d'ailleurs beaucoup d'artistes, prendra mon grand-père comme vraiment comme le fils qu'il n'a pas eu, non pas qu'il aurait voulu avoir, mais voilà, le fils idéal. Et la Seconde Guerre mondiale arrive. Mon grand-père, qui avait ouvert une galerie avec Jean Moulin à Nice, se retrouve évidemment la cible d'une possible arrestation, si bien que Pierre Bonnard lui conseille et même l'aide à se cacher, se rapatrier dans l'arrière-pays. Il se retrouve voisin de Matisse. Et voilà. Et de là commence l'aventure. Et Bonnard, plus les artistes locaux, mais et aussi beaucoup les poètes et les écrivains locaux qu'il avait réussi à fédérer autour de lui, car c'était déjà un homme qui fédérait des groupes autour de lui, eh bien, tous le poussent à monter à Paris dès la fin de la guerre et à ouvrir sa propre galerie. Et il a comme soutien Pierre Bonnard, Henri Matisse, qui fait l'exposition inaugurale, donc c'est incroyable, un ouvrier qui ouvre une galerie et qui a Matisse comme première expo. Et ces deux hommes merveilleux amènent un troisième pilier qui fait que la galerie est vraiment appuyée sur un socle extrêmement solide. Ils amènent Georges Braque, et voilà donc trois immenses artistes à l'époque, reconnus mondialement, qui servent vraiment de mentor à mon grand-père et de soutien. Et à partir de là, le but de mon grand-père, c'est d'exposer des artistes contemporains, plutôt jeunes, mais il a le soutien de ces trois grands maîtres, et voilà, et l'aventure commence comme ça. D'accord. Comment est-ce que la galerie est reçue lorsqu'elle arrive à Paris? Donc, exposition inaugurale de Matisse, c'est la caution, on va dire, du maître Matisse. Bien sûr. Comment est-ce qu'ensuite la galerie commence à émerger dans le paysage parisien de Alors, l'après-guerre? ce que comprend tout de suite mon grand-père, c'est qu'il ne veut pas faire un commerce d'art. Dès la première exposition, ça n'est pas une boutique où vont être accrochées des œuvres qui vont être à vendre. Il comprend qu'en fait, il faut d'abord créer des expositions plus que des alignements d'œuvres à vendre. Donc déjà, ça, c'est la première, on va dire, non... il n'applique pas ce qui se fait à l'époque. Ensuite, ses amitiés littéraires vont énormément compter, notamment avec les surréalistes et avec une jeunesse qui, durant la guerre, n'a pas pu s'exprimer, mais s'est retrouvée dans des communautés de revues clandestines, mais qui n'ont plus de leader. Alors, ils n'ont plus de leader, notamment parce que déjà les marchands à Paris ont presque tous disparu. Beaucoup étaient juifs, donc ils ont soit fui la France, soit ont été assassinés. Il n'y a plus de... Les communautés sont éclatées. Et lui, par le biais justement de ses amitiés littéraires, vont se réunir autour de lui, d'abord ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler les intellectuels, mais ce n'est pas un mot qu'il aimait, ce n'est pas un mot que j'aime non plus, on va dire les gens de la pensée contemporaine, et notamment les très jeunes. Et très vite, il accompagne ces expositions d'une édition, ce qui ne se fait pas à l'époque, il n'y a pas de catalogue d'édition à l'époque, mais lui, au lieu d'être un catalogue qui répertorie, comme le faisaient un peu les musées, les œuvres exposées, c'est plutôt un grand feuillet, c'est assez grand, 40 cm de haut, imprimé en lithographie, c'est son métier, où il y a des textes originaux qui accompagnent la création. Donc Pierre Reverdy va écrire sur Braque, Prévert va écrire sur Miro, Aragon sur Chagall, etc. Donc c'est pas du tout des textes critiques, ce sont des textes principalement poétiques sur plutôt l'univers des artistes. Donc là déjà se crée autour de lui ce besoin d'une pensée nouvelle. Et
très vite, il a instinctivement, c'est pas du calcul chez lui, il va faire ce qu'aujourd'hui on appellerait, il va créer le buzz. Bah oui. Alors, je vous parlais de ces grands feuillets qui s'appellent Derrière le miroir. Eh bien, derrière le miroir, alors que le papier est rare à l'époque, très difficile à trouver, donc très cher, donc on est au sortir de la guerre, donc tout ça est une économie difficile. Surtout, lui, il n'a pas un sou, hein, c'est un ouvrier. Donc, même si ma grand-mère avait un petit peu d'argent, entre-temps, il s'était marié, il n'a pas de quoi investir. Mais chaque centime est investi dans un outil de promotion. Et notamment ces grands feuillets qui accompagnent les expositions, donc derrière le miroir, il a l'idée, alors là ma grand-mère est totalement contre d'ailleurs, de les offrir les soirs de vernissage. Pourquoi? Parce que lui, il a tellement souffert quand il était jeune de ne pas pouvoir se payer les magazines des surréalistes comme le Minotaure ou Verve, qu'il veut que les jeunes puissent l'avoir gratuitement. Avec en plus une phrase assez rigolote, il dit « De toute façon, ils n'ont pas de quoi l'acheter, donc je ne perds pas de clients parce que ceux à qui je l'offre n'ont pas de quoi se l'acheter. » Mais ça fait que les soirs de vernissage, il y a 400, 500, 700 personnes qui viennent. Alors bien sûr, il faut offrir 500 derrière le miroir, ce qui est une folie, mais il crée le buzz. Il crée le buzz, tout le monde est là, les jeunes sont là. Quand vous avez Bonnard, qui est un homme du 19e siècle, qui a son vernissage à les étudiants aux Beaux-Arts, il est heureux, Bonnard, parce qu'il est heureux d'avoir cette jeunesse. Pareil pour Matisse, pareil pour Braque. Ce ne sont pas des vieux barbons qui disent « on a réussi à faire notre trou, on veut rester entre nous ». Pas du tout, c'est des hommes d'une incroyable modernité. C'est vraiment Bonnard qui a soutenu Papy pour défendre des jeunes artistes. Donc voilà comment il a l'idée de créer des événements, on va dire non commerciaux, mais qui lui font une promotion incroyable. Et deuxième chose, alors là, qui va totalement lancer la galerie, dès le sortir de la guerre, il part à New York, ce qui est incroyable, parce qu'il n'y a même pas encore les liaisons France-États-Unis ne sont pas encore établies, il passe par la Hollande pour aller à New York. Pourquoi? Parce que Fernand Léger, qui est parti aux États-Unis pendant la guerre, lui a parlé de New York. Chagall, qui est parti aussi, lui a parlé de New York. Mais surtout Marcel Duchamp. Il veut aller voir Marcel Duchamp pour lui proposer de faire la synthèse du surréalisme dans sa galerie. La galerie est très grande. Hein. Et il va voir Duchamp, qui est emballé par son idée. Et Marcel Duchamp, André Breton et mon grand-père organisent en 1947, donc vous voyez, c'est très très tôt, juin 1947, une exposition qui s'appelle l'Exposition internationale du surréalisme, qui va réunir et faire la synthèse et même clore quasiment le mouvement surréaliste. Alors cette exposition est purement scandaleuse, elle est tellement scandaleuse que ce soit parce qu'il y a une femme nue en permanence dans l'exposition, que ce soit parce qu'il y a beaucoup d'éléments anticléricaux, antireligieux, irrespectueux de la religion, tant et si bien qu'elle est interdite aux mineurs, ce qui veut dire 21 ans à l'époque, avec un policier à l'entrée qui vérifie les papiers d'identité. Donc ça, voilà ce qu'on appelle faire le buzz. C'était pas le but de mon grand-père. Hein, il voulait pas qu'elle soit interdite ni quoi que ce soit. Ils ont vécu ça, on va dire, au quotidien. Mais résultat, on va parler de cette exposition au-delà de l'Atlantique. Et ça lance vraiment la galerie. Alors par contre, il n'y a rien à vendre. Par contre, c'est que ce qu'on appellerait aujourd'hui ou des performances ou des installations. Donc on ne peut même pas dire que c'est un échec commercial, il n'y a rien à vendre. Donc ça, c'est vraiment une exposition muséale alors. C'est vraiment le rôle presque d'un musée d'avoir organisé cette synthèse du surréalisme. D'accord. Donc il y a plus que muséal, parce que lui, c'était pas son intention de faire quelque chose de muséal. C'est plutôt par rapport à l'histoire de l'art. C'est plutôt mettre sous les yeux des spectateurs un pan de l'histoire de l'art. Alors bien sûr, c'est le rôle des musées, mais il ne le fait pas pour supplanter les musées. Il le fait dans son idée d'histoire de l'art. Quand il expose Kandinsky, un nombre incalculable d'expositions Kandinsky, toutes des échecs cuisants. Eh bien, les premières, il présente Kandinsky dans l'histoire de l'art, notamment en Russie, avec
une présentation chronologique au fur et à mesure des expositions. Donc on voit bien que vraiment c'est presque didactique. Comme dès 1947, il fait une exposition qui s'appelle Introduction à la peinture américaine. On voit bien que ce n'est pas du tout une chose commerciale, mais c'est une chose de formation qui éclaire le public. D'accord. Donc, il y a première chose, premier élément, c'est la fédération. Fédérer autour de lui toute une communauté d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels, enfin, même si on n'aime pas ce mot. Deuxième chose, donc, c'est cette revue, cette fameuse revue Derrière le miroir. Et après, il y a peut-être une troisième chose, tout ce qui est impression, édition. Parce que Derrière le miroir, on va dire, c'est la vitrine, entre guillemets, des éditions, mais il y a tout ce qui est lithographie qui continue à produire. Alors là, il avait une idée assez étonnante. Mon grand-père a toujours, de tous les drames, il en fait des choses positives. Il faut une très grande force de caractère pour ne pas se victimiser, justement, mais voir en faire une sortie positive. Et avec André Malraux, son ami André Malraux, au sortir de la guerre, il se dit c'est formidable parce qu'avec ces villes entières qui ont été bombardées et détruites, il y a des milliers de logements à reconstruire, donc des murs vides. Donc on ne va plus accrocher ce qui se faisait à l'époque, le couvercle de la boîte de chocolat avec les tableaux de Fantin-Latour ou de Fragonard ou quoi que ce soit. On va proposer des reproductions ou des éditions contemporaines à un prix vraiment minime. Et c'est comme ça qu'il développe non seulement l'impression d'affiches, de reproduction, mais de très très bonne qualité, parce qu'il est lithographe, donc c'est pas de la quadrichromie ni quoi que ce soit, c'est extrêmement bien imprimé. Et bien sûr, il demande aux artistes de réaliser des lithographies originales. En 1947, pour l'exposition du surréalisme, Miro réalise l'affiche en litho original. C'est la première collaboration lithographique entre mon grand-père et Miro, mais ils ne s'arrêteront pas de toute leur vie. Il y aura plus de 2000 titres de litho et gravures sortis, de Miro uniquement, sortis par Aimé Mag. Alors quand vous savez que chacune est tirée en moyenne, on va dire à 50 exemplaires, vous voyez ce que ça fait. Ça fait 100 000 gravures de Miro sorties. Voilà. C'est colossal. Donc ça c'est vraiment l'entrée de l'art moderne, on va dire, parce que tous ces artistes sont vraiment les grands maîtres de l'art moderne, c'est l'entrée de l'art moderne dans le paysage vraiment des Français en fait. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis aussi. Énormément aux États-Unis. Il y a une dimension très internationale. Tout de suite. Rapide. Tout de suite. Mon grand-père comprend d'abord tout de suite qu'il ne pourra pas conquérir la planète tout seul, qu'il a besoin d'alliés. C'est là aussi où c'est un caractère très particulier. Bien sûr qu'il a un très grand ego. On ne ferait pas ce qu'il a fait s'il n'avait pas un grand ego. Mais il est couplé cet ego à une immense intelligence. Et il a notamment l'intelligence de s'associer avec Pierre Matisse, qui est le fils d'Henri Matisse, qui a ouvert une galerie aux États-Unis, et ils vont se partager le contrat de très grands artistes, notamment les deux plus importants chez eux, Giacometti et Miro. Donc Pierre Matisse a le contrat pour ces deux artistes aux États-Unis, mon grand-père pour le reste du monde. Et avec une vraie intelligence tous les deux. C'est-à-dire que mon grand-père est capable d'aller voir des collectionneurs américains, de leur proposer des pièces de Giacometti, et elles seront commercialisées par Pierre Matisse. Il ne jouera jamais à l'andouille d'aller grignoter, et idem pour l'élégant Pierre Matisse, qui venait tout le temps en France, qui était quand même le fils d'Henri Matisse, qui connaissait tout le monde en France, et qui respectait totalement le contrat moral qui le liait à mon grand-père. Donc ça aussi, c'est une grande nouveauté. Les marchands ne s'étaient jamais associés. Eux, alors c'est pas tout à fait une association, c'est un partage de contrats. Mais alors ça, c'est très nouveau. Et ça, justement, quelle est la différence, on va dire, entre les grands marchands du sortir du 19e et mon grand-père? Alors je pense notamment à Vollard. Alors Vollard, c'était le modèle de mon grand-père. D'accord. Parce qu'il a un peu étudié justement le marché de l'art. Il avait une connaissance quand même quand il a ouvert la galerie qui était très large du marché. D'abord, il lisait tous les magazines.
il lisait la presse partout. Alors, à l'époque, la presse qui parlait beaucoup d'art, c'était aussi la presse de la décoration. Mais, non, et puis il lisait en français, en anglais. Si quelque chose était édité en allemand, il trouvait quelqu'un qui lui traduisait. Donc, toute sa vie, il s'est tenu incroyablement au courant de tout ce qui se passait. Il connaissait tout le monde. Et Papy, il a ce truc formidable, c'est qu'à chaque fois qu'il a croisé ce que je pourrais appeler un talent ou une intelligence, il n'avait que deux questions à lui poser. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ou qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'était, voilà, il ne laissait pas passer un talent. Si un talent lui disait non, moi j'ai pas à être avec vous parce que, etc., il dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors ça va être une édition, ça va être un atelier, ça va être peu importe, mais il ne laissait pas passer un talent. Et donc, pour en revenir à justement Vollard, Ambroise Vollard, Ouais. c'était le modèle. En quoi est-ce que Vollard était l'inspiration de votre grand-père? D'abord parce que mon grand-père, par sa passion de la technique lithographique, Vollard a été le grand éditeur du début du XXe siècle, fin 19e, début XXe, notamment en commandant à Bonnard, par exemple, ou à Braque, ou à Derain, des grands livres de bibliophilie entièrement réalisés ou en gravure ou en lithographie. Mais quand je dis des monuments, certains contiennent jusqu'à 100 lithos originales à l'intérieur, pour un livre, vous imaginez. Alors bien sûr qu'il n'y avait pas vraiment d'économie autour de ça, mais ça permettait aux artistes de s'exprimer absolument dans une grande liberté. Et ça, pour Papy, c'était son idole, vraiment son idole. Pourquoi? Parce que Vollard a été pour moi le premier qui a accompagné des artistes, qui étaient ses amis, au lieu d'accompagner les œuvres des artistes. Et c'est ça ce que Papy a mis en place. C'est au lieu de faire la promotion des œuvres, il a fait la promotion des artistes. Alors bien sûr, le marché devait suivre derrière. Le marché a suivi. Ça, c'est vraiment la phrase qui résume, à mon sens, le modèle MAG. Ouais. C'est la promotion des artistes et plus des œuvres. Ouais. Parce que c'est vrai que donc, dans l'histoire moderne, c'est vrai que ce sont les grandes œuvres qui marquent les jalons. Impression Soleil Levant, Les Demoiselles d'Avignon, etc. Et après, vraiment le passage à l'art contemporain. Donc votre grand-père est vraiment dans ce postoir, en fait, ce que les maisons de vente appellent postoir. C'est vraiment le passage des œuvres qui jalonnent l'histoire de l'art aux artistes qui jalonnent l'histoire de l'art. Et pour ça, il comprend une chose formidable qui aussi, c'est drôle parce que nécessite d'avoir énormément d'ambition, mais peu de prétention. Il ne faut pas être prétentieux. Pourquoi? Parce que au lieu de faire toutes les expositions chez lui, dans sa galerie, il va utiliser les lieux publics, notamment les musées, pour présenter ses artistes, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. À l'époque, les grands lieux présentaient des artistes passés à la notoriété posthume. Lui, il va promouvoir ces artistes, même si ce ne sont pas des musées. Le plafond de l'Opéra par Chagall. Évidemment qu'il y a André Malraux. Voilà un triangle formidable. André Malraux, Marc Chagall et Mémag. Même triangle, même trio formidable pour le plafond de Georges Braque dans le Louvre. Imaginez aujourd'hui, si on demandait à un artiste contemporain de faire un plafond au Louvre, dont un plafond à caisson, classé, etc. Ça ferait un scandale. Il y avait ça et Bleu quand même, dans les années, je crois, 2020 ou 90. Oui, non mais bien sûr qu'il y a eu d'autres, bien sûr, il y a eu beaucoup même. 30 ans après, quand même. 30 ans après, à un moment où l'art est devenu un peu plus, on va dire, tendance, il ne faut pas oublier que le Centre Pompidou ne s'ouvre qu'en 77. C'est vrai. À l'époque, à Paris, vous n'avez pas le Palais de Tokyo, vous n'avez pas la Fondation Cartier, vous n'avez pas la Fondation Vuitton, vous n'avez pas le Centre Pompidou, vous avez le Musée d'Art moderne de la ville de Paris et l'Orangerie. Le jeu de paume n'est pas utilisé encore en espace contemporain. Le 104 n'existe pas, évidemment, tout ça n'existe pas.
Le Grand Palais accueille plutôt, hormis les galeries nationales du Grand Palais sur le côté, mais la grande voûte du Grand Palais accueille le salon des arts ménagers, le salon de l'automobile, le salon de l'aviation, etc. C'est un hall d'exposition, c'est pas un lieu, c'est un lieu de foire, pas un lieu d'exposition. Et mon grand-père a l'idée justement de placer ces artistes, que ce soit dans des grands bâtiments ou que ce soit dans des grands musées, notamment quand il fait, imaginez, aujourd'hui on ne pourrait pas le refaire, il fait, je crois que c'est en 76, il me semble, Joan Miró, les grandes peintures historiques aux Galeries nationales du Grand Palais, les gravures et les sculptures au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc là, on voit une structure nationale plus une structure municipale, ce qui est déjà incroyable de les réunir. Et au Petit Palais, les œuvres récentes. Alors, Petit Palais, c'est le Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. En même temps, imaginez la même année, en même temps, vernissage en même temps. Imaginez aujourd'hui, car ce sont les 3 plus grands musées de Paris à l'époque, eh bien, tous sont à l'unisson, uniquement Miró. Ça, c'est une date clé, à mon avis. C'est la démonstration. Cette triple exposition, c'est vraiment assez clé parce que c'est l'illustration la plus parfaite de ce regard panoramique et de cette volonté vraiment d'accompagner l'artiste. Et là, c'est le coup de maître. Là, c'est au-delà du buzz même. C'est vraiment le coup de maître. Au-delà du buzz, avec une chose extraordinaire, c'est que c'est lui qui finance tout. Aussi bien les cadres, le transport, les assurances, etc. Car là, pour l'exposition au Grand Palais, des œuvres viennent des 4 coins du monde, puisque là, on montre Miró toute la période rétrospectivement. Tout ce qui est exposé au Musée d'art moderne de la ville de Paris, les gravures notamment et les lithos, tous les cadres sont payés par mon grand-père, et le catalogue est même édition mag. Bien sûr. Donc on voit bien que c'est un... Alors on peut appeler ça un soutien à l'artiste, on peut appeler ça une promotion, on peut appeler ça comme on veut. C'est vraiment la grande dimension qu'il donne aux artistes. Alors avant ça, il ne faut pas oublier qu'en 1964, il inaugure à Saint-Paul-de-Vence la Fondation MAG, Fondation Marguerite Aimé MAG, qui est le premier bâtiment construit en France avec une vocation, une destination pour recevoir de l'art contemporain. Le Centre Pompidou ouvre 13 ans plus tard, sur le modèle de la Fondation MAG. Car évidemment que mon grand-père était ami avec Pompidou, ne serait-ce que par leurs amitiés d'artistes, que ce soit Vasarely, que ce soit Bram van Velde, ils ont évidemment des passions communes. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait avec la Fondation MAG? C'est là où il ne faut pas se méprendre. La Fondation MAG n'est pas du tout ni un mausolée, ni un lieu définitif, ni quoi que ce soit. C'est un outil qu'il met au service des artistes qu'il affectionne particulièrement. Et comme il les affectionne, il les défend dans sa galerie. Il n'aurait pas pu avoir une programmation pour la Fondation distincte. Ah non, quand vous aimez, vous avez envie de les défendre, où que ce soit. Il donne à Miró une dimension qu'il n'avait jamais eue auparavant, notamment de pouvoir faire le fameux labyrinthe, donc, qui pour moi est le premier land art, puisque tous les murets sont même dessinés par Miró, et certes, puisque l'architecte de la Fondation, c'est le grand ami de Miró, l'ami d'enfance de Miró, José Luis Sert. Il lui donne cette dimension, comme il donne à Giacometti la dimension de la cour centrale, de l'agora centrale qui devient la cour Giacometti, où sont installés par Giacometti les 2 hommes qui marchent, les grandes femmes debout, la grande tête de Diego, mais aussi les femmes de Venise. Il donne à Calder la possibilité de faire un immense stabile qui s'appelle les renforts, qui est comme soutenant comme ça la Fondation MAG. Braque réalise un bassin, mais aussi un vitrail pour la chapelle. Chagall fait son plus grand tableau. Définitivement, ça reste le plus grand tableau de Chagall au monde, qui s'appelle La vie. Donc voilà, il donne, puis à Hubac, puis à Talquat, puis voilà, à tous les artistes qu'il affectionne. Il leur donne une dimension qu'ils n'avaient pas jusque-là. C'est un projet d'art total, la Fondation MAG. C'est vraiment pour inscrire ces artistes dans le dur, en fait. Oui, et c'est surtout un projet des artistes. Qu'est-ce qu'une galerie idéale, au sens de la grande galerie du Louvre, hein? Qu'est-ce que le lieu idéal de présentation pour les artistes? Et notamment, la plus grande difficulté à régler,
et la contrainte de la lumière. Voilà. Quel est le bâtiment idéal avec la lumière idéale pour voir des œuvres d'art? Et ça, les artistes ont tous participé. Chagall voulait une salle très haute, très cubique. Giacometti voulait une salle très basse, très longue. Braque voulait plusieurs salles. Miro voulait des ponctuations entre les salles, etc. Il y a vraiment c'est issu. Alors c'est formidable parce que vous prenez Malraux, vous prenez José-Louis Certes, vous prenez Prévert, Chagall, Miro, c'est-à-dire les plus grands esprits de l'époque, et vous les faites plancher sur un sujet. Oui, ça donne quelque chose d'explosif. Hein. Ça donne la Fondation Mag. D'ailleurs, ça donne la Fondation Mag. On encourage à tout le monde de visiter parce que c'est vraiment un lieu qui est absolument extraordinaire. Elle est issue de la réflexion des plus grands esprits de ce siècle quasiment. D'accord. Donc la Fondation Mag, j'ai presque envie de dire, c'est la fin de ce système de promotion, c'est-à-dire c'est l'ultime jalon du système de promotion. Et dans ces jalons, donc on a vu la commercialisation, la diffusion, édition, et il y a un aspect très important qui est celui de la mondialisation. Donc on l'a vu avec les contrats d'association, mais il y a aussi ce qu'apporte Aimé Mag, c'est-à-dire c'est la première mondialisation de la galerie, au sens vraiment succursale. Absolument. Alors d'abord, très vite, je vous parlais de cette exposition Introduction à la peinture américaine. Très vite, il a l'idée d'aller chercher des artistes. Ellsworth Kelly, sa première exposition au monde a lieu à la Galerie Mag. Pourquoi? Parce qu'il était étudiant en France, et c'est comme ça, à cette faveur, que mon grand-père, grâce à son directeur de l'époque, Louis Clayeux, il fait rentrer Kelly à la Galerie Mag. Alors déjà, il a l'idée d'aller chercher les autres artistes. Calder est américain, Sam Francis, Kelly bien sûr, mais Bram van Velde est hollandais, Francis Bacon est anglais, Chagall est russe. Bon, même si tous se réunissent, ont quand même une passion pour Paris. Enfin, il a l'idée d'aller chercher les artistes à l'étranger. Et puis, déjà par le biais de... Alors, deux choses importantes. Mon grand-père était un communicant hors norme. Il a très vite, dès 1945, dès l'ouverture de la galerie, il envoie par courrier à l'époque, ce qu'on appellerait aujourd'hui des communiqués de presse, sur ce qu'il fait, et il en envoie aux États-Unis, en Italie, en Allemagne. Donc il a déjà l'idée de la communication internationale, ce que les autres galeries n'ont pas. D'abord parce qu'elles ne l'ont pas parce qu'elles se disent les clients ne vont pas venir acheter chez nous, etc. Donc les galeries ont plutôt tendance à choyer leur clientèle plutôt qu'aller démarcher une presse internationale qui peut-être pourrait faire qu'un client arriverait. Alors que Papy, tout de suite, a l'idée de communiquer internationalement. Puis, en fait, qu'est-ce qu'il fait pour ces artistes? Il leur donne des outils. La communication, c'est un outil. La Fondation Mag, c'est un outil. L'édition, c'est un outil. Alors l'édition, on va dire, il y a 4 formes d'édition. On parlait de derrière le miroir, donc tout ce qui accompagne les expositions, mais également les affiches. Alors là, c'est très important. Pareil, les affiches sont offertes les soirs de vernissage, et j'aurais tendance à dire, les États-Unis sont inondés des affiches Mag. Il envoie des milliers d'affiches, sans souci de commercialisation ou quoi que ce soit, qui sont vendues effectivement par ce qu'on appelle des poster shops aux États-Unis, ce qui fait que tous les étudiants, notamment à New York, mais aussi beaucoup en Californie, ont dans leur chambre, ils ne peuvent pas avoir un Miro, ils ont une affiche de Miro. Mag. Produite par Mag, ouais. Elles sont en unité originale, elles sont plus belles que les autres, ce n'est pas des vilaines photos, etc. Donc ça, c'est aussi un outil de communication. C'est un double outil parce qu'il vend ses affiches et ses affiches lui apportent une notoriété. C'est comme s'il vendait sa publicité, c'est assez formidable. Ensuite, il y a, on disait, les lithographies originales, les grands livres de bibliophilie. Et Papy, en 68, rajoute une corde incroyable à son arc, c'est lui-même produit sa propre presse, puisqu'il crée le magazine L'Art Vivant, alors qui auparavant était un genre de feuillet encarté derrière le miroir, et en 68, ça devient un vrai magazine distribué en kiosque, et c'est le premier magazine, bien avant Art Press, qui parle de toutes les formes d'art.
théâtre, poésie, cinéma, littérature, performance, sculpture, peinture, photographie, tout, vraiment tout, même cuisine, quoi, vraiment toutes les formes de création. Où, là encore, il croit beaucoup dans la jeunesse. Il prend comme rédacteur en chef un jeune type inconnu à l'époque qui sort de la Sorbonne, sauf que c'est Jean Clair, qui deviendra un des piliers de la pensée ou de l'analyse critique artistique en France. Et donc voilà, il a tous ces outils et il se rend compte que finalement, même s'il a créé des liens avec d'autres galeries, ces galeries n'ont pas sa puissance économique, pour soutenir les artistes dans les pays, notamment Miro. Pourquoi Miro? Parce que Miro, tant qu'il y a eu Franco au pouvoir, a refusé d'exposer en Espagne. Et l'Espagne, il faut se rendre compte de ce que c'était l'Espagne à l'époque, donc je parle en 1974. L'Espagne est en retard incroyablement internationalement. D'abord, il y a encore le contrôle des changes, les galeries sont à peu près interdites, les magazines sont à peu près, subissent tous la censure, la télé est une télé d'État, etc. Donc les artistes espagnols ne sont pas représentés dans leur propre pays. Et à partir du moment où Franco quitte le pouvoir, Miro veut à nouveau exposer dans son pays. Mais les seules galeries qui existent, notamment à Barcelone, on va dire, c'est des petites galeries associatives entre étudiants, un peu clandestines. Pas vraiment un vrai marché, quoi, local. Non seulement il n'y a pas de marché, mais il n'y a pas d'espace. Alors que Miro, depuis 1964, il expose dans la Fondation Mag, il expose dans la Galerie Mag sur 3 étages, il expose à New York, y compris au MoMA, y compris chez Pierre Matisse, etc. Il ne peut pas se retrouver dans on va dire, une arrière-salle d'un café, ce qui étaient les galeries à l'époque. Et du coup, mon grand-père, pour Miro, décide d'ouvrir à Barcelone une galerie. Il choisit dans un quartier qui est totalement abandonné à l'époque et même insalubre, le quartier gothique, Calais Moncada, et il achète 2 palais gothiques en ruine qu'il restaure, et dans les 2000 m², il se met à exposer ses artistes espagnols, Miro, Palazuelo, Chillida, Tapies, Equipo Crónica, Valdés. Il y a quand même toute une écurie espagnole, par le fait que Miro a amené Tapies, puis Tapies a amené Chillida, puis etc. etc. Et quoique non, Chillida est rentré avant Tapies, pardon. Et du coup, il se retrouve avec cette immense galerie à Barcelone où il n'y a pas de marché. Il n'y a absolument pas de marché. Jusqu'à la fin des années 80, il n'y aura pas de marché en Espagne. Et dans la même dynamique, il ouvre à Zurich une galerie Mag, puis il ouvre à New York une galerie Mag. Donc ça, c'est le premier aussi qui a l'idée d'avoir ses propres galeries dans les points clés des lieux, avec quelque chose qui a vraiment anticipé ce qu'il se passe aujourd'hui. Si on prend le cas de Barcelone, il a ouvert New York parce que le marché était à New York, mais il a ouvert à Barcelone parce que les artistes étaient à Barcelone. Donc vous voyez qu'il fait les deux en même temps. Un petit peu, on pourrait dire, comme aujourd'hui, Gagossian ouvre à Rome parce que Saïd Chomli est à Rome, alors que le marché n'est pas romain. Donc il a cette clairvoyance de dire il faut être et en même temps là où sont les artistes pour les soutenir dans leur propre pays, et en même temps là où est le marché. Et pour les garder aussi. Et pour les garder, bien sûr. C'est dans quelles années lorsqu'il ouvre vraiment? 74 à Barcelone, 74. Zurich à peu près pareil, années 70 pareil. Donc il y a vraiment dans cette période une conscience qu'il faut oui. vraiment avoir une implantation. Oui. Parce que maintenant il a une aura, une visibilité, une distribution mondiale par les affiches, par les expos, par la communication. Et donc maintenant il comprend qu'il faut aller chercher le marché. Il est temps que le marché est mature pour aller le chercher. Et surtout il faut garder les artistes. Et là j'ai envie de rebondir sur ça parce que dans les années 70, l'art moderne commence à être vraiment installé, même complètement d'ailleurs. Bien sûr. Complètement. Donc arrive la question du marché. Comment est-ce que votre grand-père va faire face à la concurrence nouvelle des Beyeler, par exemple, qui arrivent dans ces années-là et qui ont aussi une prétention à aller chercher tous ces grands maîtres de l'art moderne?
Eh bien justement, en leur donnant des outils que BLR n'a pas. Alors BLR, il s'entend très très bien. Ernst vient chaque été à la maison, à Saint-Paul. Il est à tous les vernissages. Évidemment, il expose et il vend des artistes défendus par mon grand-père, que ce soit Bacon, que ce soit principalement Giacometti, mais aussi les tableaux anciens de Kandinsky. Donc il y a un commerce entre les deux. Hein. Ah oui, bien sûr. Ernst achètera beaucoup de choses à mon grand-père. Et alors, c'est là où mon grand-père donne aux artistes des outils que les autres n'ont pas. C'est pas une question de contrat, c'est pas une question de t'as signé un contrat, t'as pas le droit, ou je te donne plus d'argent, c'est pas seulement ça. Non seulement je te donne beaucoup d'argent, c'est même pas je te donne beaucoup d'argent, je paye tous tes frais. Tu as besoin d'un atelier, je te trouve un atelier, je l'achète, je le construis, je le modifie, peu importe, ça rentrera dans les comptes. On va dire, c'est vraiment l'histoire Absolument. de sécurité. Tu veux faire des gravures de 2 mètres de haut, je fais fabriquer des presses. Miro veut faire des tapisseries, il rachète en Espagne, à Tarragone, un atelier de tapisserie, au même titre qu'il fait construire un atelier de céramique pour Chilida, Miro, Riopel viendront faire des céramiques chez nous à Saint-Paul-de-Vence. Mais quand je dis un atelier, c'est un vrai atelier, c'est-à-dire avec les fours coréens, avec les fours électriques s'il le faut, avec un staff, avec les meilleurs ouvriers qu'il faut, etc. Donc en fait, c'est pas que je vous mets dans un confort, mais j'anticipe vos desiderata. Voilà. J'anticipe vos desiderata. Pourquoi voudriez-vous qu'un artiste quitte dans ces cas-là mon grand-père? Il n'y a pas de raison. En fait, il se protège de la concurrence en augmentant à chaque fois les barrières à l'entrée. Oui. C'est-à-dire que quand un nouvel arrivant arrive sur le marché, par exemple une jeune galerie qui viendrait avec une prétention à exposer de jeunes artistes, votre grand-père a toujours un pas d'avance, d'après ce que je comprends, en augmentant les barrières à l'entrée. Donc systématiquement, il y a l'impression, il y a la tapisserie, la litho, etc. Oui, mais il est aussi capable de s'entendre très très bien avec des jeunes galeries. Hein. Ça a été le cas en Espagne, où il s'est très très bien entendu avec des jeunes éditeurs. Il a même financé des éditions autres en Espagne. Quand le fils de Chilida a voulu installer un atelier de gravure, il lui a fourni les presses, etc. Donc, en fait, je crois que mon grand-père ne craignait pas la concurrence. Il ne la craignait pas, il l'espérait. Il avait envie de ce foisonnement. Il ne voulait pas régner en seul maître. Ça ne l'intéressait pas du tout. Ce qui l'intéressait, c'était que la création avance, que l'innovation ait sa place, que... Voilà. Après, il a fait aussi des choses très importantes. À la Fondation à Saint-Paul, il a créé les Nuits de la Fondation MAG, qui ont été vraiment les premiers grands festivals de musique ultra contemporaine, qui encore aujourd'hui est considérée comme de la musique expérimentale. Il crée ça en 1966, donc on voit 50 ans plus tard, c'est encore considéré comme de la musique expérimentale. Alors c'est Sun Ra, Terry Riley, Stockhausen, la Monte Young, on peut appeler ça du free jazz, on peut appeler ça de la musique expérimentale, quoi. Voilà, donc les artistes, ils aiment être là-dedans. Quand Miro fait les affiches pour ses concerts, il aime rencontrer Sun Ra. Il aime rencontrer Terry Riley, Calder, il aime rencontrer tous ces artistes. Beaucoup viennent des États-Unis. Voilà, au même titre que tout à l'heure, je disais, Bonnard, Braque et Matisse ne sont pas des vieux barbons qui veulent protéger leur notoriété ou leur marché. Non, les artistes, les grands artistes aiment être confrontés, mélangés et aiment côtoyer la jeunesse et la créativité, toujours. Donc il craint rien, mon grand-père. Il craint pas Quoi, il craint rien, il finance tout ça. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte tout ça. Exactement, de bon échange, en fait, d'un marché sain. Et puis en croissance, et puis il ne faut pas oublier son relationnel aussi, parce que là on a parlé un petit peu des collectionneurs, un petit peu des artistes, on va dire des autres créateurs, quels qu'ils soient, musique, littérature, cinéma, évidemment. Mais il y a aussi ces amitiés, ces affinités, alors qui ne sont pas des affinités politiques, mais qui sont des affinités de personnes décisionnaires. Pompidou, son amitié avec Pompidou, mon grand-père offrira beaucoup d'œuvres pour l'ouverture du Centre Pompidou, pour que justement le Centre Pompidou soit doté d'une collection.
où ces artistes soient très très bien représentés. Mais qui vient l'été passer des vacances à Saint-Paul-de-Vence? Le directeur du MoMA, mais pas du tout par intérêt, par passion commune. Oui, c'est la fédération qui attire les Ils ont envie de déjeuner ensemble, ils ont envie d'être autour du même verre de vin avec aussi bien un poète local qu'un critique d'art sud-américain, qu'un philosophe, qu'un mathématicien. Mon grand-père a une curiosité absolument insatiable. Tout l'intéresse. Tout. Tout. Le matin, et rebelote le soir, il a des piles de presse à lire. C'est incroyable. Alors, il a de la chance, il m'a d'ailleurs transmis ça, j'ai beaucoup de chance. Il est ce qu'on appelle micro-dormeur, donc il dort 4 heures maximum par nuit. Donc il a 20 heures d'activité par jour, ça fait beaucoup. Hein. Et surtout, il sait prendre les bons pour lui amener l'information. Je vous parlais de Jean Clair tout à l'heure, rédacteur en chef de L'Art Vivant. Voilà, Jean Clair a 27 ans quand il devient rédacteur en chef chez mon grand-père. Donc Jean Clair automatiquement amène une nouvelle génération. Donc évidemment, imaginez un déjeuner sous les pins chez mon grand-père à Saint-Paul-de-Vence. Oui, il y a Aragon, oui, il y a Prévert, oui, il y a Jean Clair, oui, il y a peut-être Pompidou, oui, il y a Béjart, oui, il y a Miro, et oui, il y a Chagall qui habite à côté. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'une autre galerie lui vole. Ça va être difficile. Proximité, bien sûr. Le réseau. Le réseau. Et alors, pour absorber tous ces talents, pour absorber toute cette scène, il y a un dernier aspect qui est absolument clé dans le système MAG, c'est la famille qui gère finalement la galerie, parce que c'est une organisation familiale. Et donc là, peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu des rouages de la galerie et comment la famille assure vraiment la vie au quotidien de la galerie. Alors, et des éditions et de la fondation. D'abord, il y a 2 femmes très importantes dans la vie de mon grand-père. Il y a ma grand-mère, bien sûr, Marguerite, et il y a maman, la femme de mon père. Et ces 2-là ont, elles, une intelligence commerciale. On a toujours dit que chez les MAG, celles qui ont la bosse du commerce ou le talent du commerce, ce sont les femmes. Parce que ma grand-mère est issue d'un milieu de commerçants et ma mère aussi. Elles ont l'idée, par exemple, en 1956, alors que la galerie à Paris, Rive Droite, fonctionne très bien, que beaucoup d'artistes fonctionnent. Économiquement, c'est encore difficile, mais au niveau de notoriété, c'est énorme. Elles ont l'idée de créer à Saint-Germain-des-Prés la galerie Adrien Mag, donc de mon père, en donnant facialement, comme si c'était détaché de la galerie Mag et que mon père est fâché avec son père et il veut faire sa propre... Non, tout ça est géré par les femmes derrière. Pourquoi? Parce que à la fin des années 50, c'est à Saint-Germain-des-Prés que ça se passe. Notamment avec Juliette Gréco, avec Prévert, avec La Pensée, avec évidemment Sartre, etc. La Pensée à Saint-Germain-des-Prés. Donc ils ouvrent une galerie Rive Gauche qui semble avoir un programme indépendant, mais qui en réalité est totalement dépendant de la galerie Mag. Donc ça déjà, c'est assez génial comme idée d'ouvrir dans Paris 2 galeries, une rive droite, une rive gauche, soi-disant en concurrence, alors qu'en réalité, ça retombe dans le même entonnoir. Il y a ça. Ensuite, dès 1964, mon grand-père finance pour mon père une imprimerie à Paris, dans le 14e arrondissement, donc au cœur de Paris, une imprimerie qui va avoir jusqu'à 100 ouvriers, entièrement au service des éditions Mag. Un artiste vient, il peut faire tout ce qu'il veut. Il veut faire de la litho, il veut faire expérimenter une nouvelle technique, comme Miro a expérimenté le carborandum, il veut faire de la phototypie, on est le dernier atelier à le faire, il veut faire de la litho sur zinc, sur herculéenne, sur pierre, il veut faire des affiches, il veut faire des livres, il veut faire des choses avec des pliages, il veut faire des emboîtages, tout est intégré. Donc ça, et ça c'est évidemment mon père qui le gère et parce qu'il a un sens technique ultra développé. Donc là on voit bien que les éditions Mag reposent sur un atelier ultra performant. Un atelier c'est une usine en réalité, 100 ouvriers c'est une petite usine.
Et voilà, donc ça, c'est effectivement l'intelligence de mon grand-père. Ma grand-mère est très vigilante aussi sur la gestion. Et puis, petit à petit, il nous implique, nous les enfants, dans la quotidienneté de la galerie. Alors plus, c'est vrai que mon père et mon grand-père se voyaient très peu, mais en revanche, avec mes sœurs, on est de tous les vernissages, de toutes les expositions, de tous les grands déjeuners, de tous les grands dîners, de tout. Et puis moi, je voyage aussi avec mon grand-père. Quand il va au Danemark pour une exposition au Calder, je l'accompagne. Oui, j'ai 10 ans. Hein, donc, c'est pas du tout. Quand le plafond de Chagall est inauguré à l'Opéra de Paris, ma grand-mère n'accompagne pas mon grand-père pour le soir de l'inauguration, c'est ma sœur Isabelle qui a 10 ans, qui accompagne. Attention, qui n'est pas confiée à quelqu'un derrière, etc. Non, non, elle tient la main de mon grand-père, elle est entre Malraux et Mémag. Pareil pour nous, c'est ma sœur Florence qui, le 27 juillet 64, tend les clés de la Fondation Mag à André Malraux et qui déclare, elle a 64, donc elle a 6 ans. Oui, c'est ça. 54. Non, moi j'ai 54, 5 ans. Elle a 7 ans. Florence a 7 ans. Et c'est elle qui dit la Fondation Marguerite Aimé Mag est ouverte. On n'imagine absolument pas ça aujourd'hui. C'est vraiment. Alors, pas du tout pour un côté papy, gâteau ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon grand-père. Parce que nous symbolisons les générations à venir. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour les générations futures. Pour le long terme, tout est très long terme. Et d'ailleurs, la Fondation Mag, si je crois me souvenir du livre, c'est le premier bâtiment écologiquement responsable. Où il y a, oui, il y a une dimension, HQE, absolument. Qui est, haute qualité. Peut paraître anecdotique, mais qui est finalement pas du tout. est assez révélateur de ce né pour l'avenir. Ouais. Quand je disais que mon grand-père était insatiable de curiosité de tout, il a été un des premiers à ne pas utiliser de pesticides sur ses vignes. Et la Fondation Mag, effectivement, est un des tout premiers bâtiments HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale, puisque dans les murs de la Fondation, il y a un vide d'air de façon à ce qu'il y ait une isolation thermique extraordinaire. On a installé la clim à la Fondation très tardivement, vraiment pour le confort un petit peu mais la Fondation n'en a quasiment pas besoin. Elle est très économe en énergie. Les grands impluviums, c'est pas seulement un décor esthétique, c'est en fait, ils ont construit comme un grand parasol au-dessus de la Fondation, ce qui fait que la Fondation est à l'ombre de son propre bâtiment. Et de sa propre presque casquette. Voilà, tous les impluviums servent à la récupération de l'eau, l'eau alimente les bassins du labyrinthe de Miro. Il y a vraiment... oui, il est très en avance. Il a été un des premiers à être, alors non pas végétarien, je ne sais plus comment ça s'appelle, ceux qui mangent relativement peu de viande, vraiment par goût, une fois de temps en temps. Oui, très en avance. Il était très heureux. Moi, le frère de ma maman était, lui, un pur végétarien, ce qui était très rare à l'époque. Hein. En 1950, mon oncle était végétarien, ce qui est... On le traitait de fou, tout le monde le traitait de fou. Mon grand-père était admiratif de cet homme qui avait fait ce choix. Donc, non, il pensait beaucoup, il avait une vraie conscience de l'avenir, de la planète, de la préservation de l'intelligence, de la préservation du savoir et de la diffusion du savoir. D'accord. Qu'est-ce qu'on aurait oublié dans ce système MAG? Je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet. Eh bien, voilà, l'idée de mon grand-père, c'est de dire finalement, on n'a pas et après, il est allé vers aussi, après avoir ouvert ces différentes galeries, il est allé vers quelque chose qui disait, après tout, on n'a pas non plus totalement besoin de ses propres galeries, car on peut s'appuyer sur les lieux publics emblématiques. Est-ce que finalement, qu'est-ce qui est plus efficace? Avoir une exposition, alors comme on a pris Miro comme exemple, je continue sur Miro, mais qu'est-ce qui est plus utile? Avoir une exposition Miro dans sa galerie ou une exposition Miro au MoMA, à New York? Il suffit juste après que les gens sachent que c'est vous qui, derrière, avez
le stock. Ah oui, alors ça c'est très important aussi, le stock. Le stock. C'est que mon grand-père, dans sa vision à long terme également, achetait la totalité de la production des artistes. D'accord. Donc là, on revient sur le système retail. Donc. Oui. Ouais. Calder le dit très bien dans son autobiographie. Je crois que c'est une expo en 59, il parle d'une expo en 59, où il expose que des grands stabiles, ce qui est quand même pas évident, qui ne rentreraient pas ici, vraiment minimum de 2,50 m à 3 m de haut, qui néanmoins sont exposés dans la galerie à Paris pour les rentrées. Alors c'est vrai qu'ils sont démontés, pour les rentrées, ou certaines pièces, pour rentrer des très très grandes pièces de Chillida, un morceau de la façade est démonté, un camion grue pose la sculpture de Chillida, on enlève, on reconstruit la façade derrière. Donc rien ne faisait jamais peur à mon grand-père. Mais l'intelligence, et Calder dit ça dans son autobiographie, il dit « Jamais un marchand ne m'avait traité comme ça. Avant l'exposition, il m'a acheté la totalité de l'exposition. » Et c'est vrai que l'idée, c'est de stocker. D'abord parce que Papy avait compris une chose, c'est que quand vous exposez la création la plus récente, c'est presque douteux si le public y adhère tout de suite. Parce que ça veut dire que l'artiste est dans l'air du temps. Alors que ce qu'il demande aux artistes, c'est d'être précurseurs et annonciateurs de l'ère du temps. Donc il a compris que les expositions doivent présenter le travail le plus récent parce que d'abord l'artiste a envie de montrer ça, et ensuite parce que c'est qui ouvre le plus à débat. Mais si vous faites repartir toutes les pièces après, 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, ce travail-là sera enfin visible, enfin compréhensible par le grand public. Alors que Papy part du principe, j'achète tout, les expos récentes ne marchent jamais parce que c'est trop récent justement, il y a quelques collectionneurs très 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 avertis, très audacieux, qui vont comprendre cet art et ces pièces. Je les achète, je continue à montrer tout le temps ce qu'il y a de nouveau de l'artiste, ce qui fait que dans 5 ans, l'exposition très récente ne marchera pas, mais j'aurai les pièces 5 ans plus tôt à vendre et elles seront enfin accessibles, on va dire intellectuellement ou historiquement, aux collectionneurs. Donc ce modèle ne marche que si vous achetez la totalité. Pour sécuriser l'approvisionnement et sécuriser l'offre, quoi. Et oui, parce que si vous présentez tout le temps ce qui est contestable, contesté, ou on va dire débattu et ouvrant à polémique, vous allez trouver 1 ou 2 acheteurs, au mieux, par exposition. Si vous avez... regardez, Mrak disait un truc très bien, il disait « Est-ce que le public a 20 ans de retard ou l'artiste 20 ans d'avance ?» Et très bonne question. Mon grand-père était un peu au milieu. Donc, regardez, même encore récemment, le marché est encore en train de découvrir certains artistes ou certains pans de l'œuvre de certains artistes. Miro, pendant des années, n'a été aimé principalement que pour ses grands tableaux des constellations. Les constellations sont des petits tableaux, mais ces tableaux historiques des constellations ou des grands bleus ou des choses comme ça. Et les tableaux des années 70, ou les céramiques ou les tapisseries ont été boudés, et le public le découvre en ce moment. L'exposition Miro, qui vient d'avoir lieu au Grand Palais à Paris, faite d'ailleurs par Jean-Louis Prat, qui a travaillé 25 ans avec nous, le public a découvert des facettes de Miro, 40 ans après sa mort. Donc, oui, c'est le long terme, encore une fois, c'est vraiment ça. Il y a toujours à découvrir. Alors justement, maintenant qu'on a vu à peu près l'écosystème MAG, quelle est à votre avis la succession? C'est-à-dire comment est-ce que d'autres galeries, alors là si on rentre dans l'art contemporain pur au sens du nom art contemporain, quels sont aujourd'hui les modèles qui selon vous sont les modèles de galeries qui sont les plus pertinentes pour l'art contemporain actuellement? Alors celles qui ont marqué le plus de leur nom, de leur empreinte et qui le marquent encore, sont les galeries qui justement ont développé ce modèle de ce que j'appelle moi méga galeries ou super galeries. Elles ne peuvent pas vendre des artistes
on va dire, dont les œuvres sur le marché se négocient en dessous de 100 000 euros. Parce que les frais sont trop importants. Alors elles peuvent financer un petit peu pour faire la promotion, pour essayer tout, mais c'est quand même pas le modèle. Donc aujourd'hui, il y a une difficulté, c'est que les artistes émergents ne peuvent pas rentrer directement dans ces méga-galeries et que les galeries intermédiaires ont un peu disparu. Il n'y a plus de... ou en tout cas ne sont pas transmissibles. Il y a des très bonnes galeries, à Paris notamment. Qu'est-ce qui va se passer après le fondateur, après la fondatrice? Elles ne sont pas transmissibles, parce que tout repose sur les épaules du galeriste. Et elle faisait un très bon travail, on va dire, intermédiaire, entre le tout jeune artiste émergent et la méga-galerie. Alors celles-là, elles sont un peu moribondes en ce moment. Et puis, il manque en ce moment, où il va manquer, où il a manqué, on va dire, les défricheurs de terrain. Et là, il y a un nouveau modèle dans lequel je crois énormément, c'est justement la galerie dématérialisée. Vous avez la méga-galerie, 5-6 galeries qui portent son nom à travers le monde. Et à l'autre bout de la chaîne, élément indispensable, la galerie totalement dématérialisée, des gens de votre génération, qui sont au fait de ce qu'il se fait dans les ateliers, dans les écoles d'art, dans les petits réseaux comme ça, de gens très jeunes, et qui ne peuvent pas financer les frais d'une galerie, et qui en plus seraient en concurrence avec ces méga... Quoi, en concurrence exister avec un lieu galerie, alors que vous avez les mastodontes. Si vous allez à Chelsea, vous voyez bien ce qui se passe à Chelsea. Or, celles-là, les galeristes, parce qu'on les appelle malgré tout galeristes, et c'est logique, ou agents d'artistes, ou promoteurs, peu importe, savent s'appuyer sur des lieux alternatifs qui vont faire émerger ces artistes. Elles n'ont pas de quoi financer une galerie, parce qu'en plus, qui passe dans les galeries aujourd'hui? Le public n'y va plus. C'est fini. Avoir une galerie à Paris, donc ça veut dire des employés qui sont là. Vous ne pouvez pas fermer à l'heure du déjeuner, c'est pas possible. Donc vous devez être ouvert grosso modo de 10 ou 11 heures jusqu'à 19 heures le soir, au minimum 5 jours par semaine. Donc vous êtes obligé d'avoir du personnel présent. Et vous, si vous êtes présent dans votre galerie, ça veut dire que vous n'allez plus dans les ateliers, vous n'allez plus dans les musées, vous n'allez plus dans les foires, etc. Donc vous avez des frais énormes pour avoir un lieu où va peut-être passer 2-3 personnes, vont peut-être passer 2-3 personnes par jour. Donc des très jeunes galeristes se disent, eh ben moi je vais plutôt défendre les artistes et puis je vais leur organiser des expositions dans des petits centres d'art, les défendre dans des galeries à l'étranger ou faire des échanges, des choses comme ça, trouver des lieux un peu atypiques. Oui, c'est pas automatiquement des centres d'art, c'est dans un château, dans une ancienne usine, voilà, une chose très événementielle. Alors là, on est à la frontière en ce moment, parce que paradoxalement, les foires d'art n'acceptent pas les galeries qui n'ont pas de lieu. Or, ce ne sont pas celles qui défrichent en ce moment, elles n'ont pas de lieu, justement. Donc ça va devenir un problème. De toute façon, les foires vont être obligées de s'adapter. Elles vont être obligées de prendre des agents d'artistes qui font un super boulot, mais qui exposent leurs artistes, surtout sur des choses très événementielles. Parce que avoir une galerie, si vous faites 6 expos par an, ce qui est un boulot de titan, c'est beaucoup, hein. 3 au printemps, 3 en hiver, c'est beaucoup de travail. Vous êtes vissé, coincé dans votre galerie, alors qu'il faut que vous alliez dans les foires, qu'il faut que vous alliez voir ce qui se passe dans les ateliers, il faut aller voir ce qui se passe dans les théâtres où il y a parfois des présentations d'artistes, ou parallèlement à la Fashion Week, il y a des événements artistiques un soir seulement. C'est là, et je pense que l'avenir, c'est les méga-galeries et ces jeunes galeristes dématérialisés qui vont faire émerger les artistes. Aujourd'hui, vous avez des artistes qui exposent dans des centres d'art, qui n'ont jamais exposé dans les galeries.
Regardez ce qui se passe au Palais de Tokyo. Vous avez sans arrêt des jeunes artistes qui interviennent dans... Alors, ce n'est pas des expos personnels, mais dans des expos de groupe. Ils n'ont pas encore exposé dans des galeries. Or, ceux qui vont faire le lien, ceux qui vont faire la relation, ceux qui vont même assurer peut-être le côté logistique, ça ne peut pas être l'artiste. Hein. L'artiste, il ne sait pas comment transporter ses œuvres. Surtout, il ne faut pas qu'il soit accaparé par ça. Est-ce qu'il faut les assurer? Est-ce qu'il faut les encadrer? Est-ce qu'il faut les socler? Est-ce qu'il faut les emballer? L'intermédiaire reste pertinent, même à l'heure du digital. Indispensable. Selon vous, c'est... Indispensable. Indispensable. L'artiste peut pas. C'est pas à l'artiste de faire ce boulot-là. Ou s'il le fait, il perd une certaine fraîcheur. Ça devient... Il va calculer, il va devenir assez efficace au sens, est-ce qu'il est capable de maintenir une exigence de création malgré des contraintes techniques? Est-ce qu'il ne va pas justement dire, bon, bah ça, si je dois l'exposer, je vais le modifier parce que... Ça... C'est une question philosophique presque. Est-ce que Ah les oui contraintes font que ça casse la liberté ou est-ce que justement, plus il y a contraintes, plus la liberté peut s'exprimer? Enfin, ça, c'est une... Moi, je considère que plus il y a contraintes, plus il y a de liberté. Plus il y a de liberté. Ouais. Quand je dis plus il y a de contraintes, plus il y a de liberté. Hein, ça va ensemble. Vous prenez Léonard de Vinci, tous ces tableaux, des contrats de 40-50 pages, où tout est défini, sauf Mona Lisa, la taille du tableau, le sens horizontal ou vertical, la dimension des personnages. Est-ce que si c'est un personnage religieux, est-ce que l'auréole doit être aux 2/3 du quart du je ne sais pas trop quoi, de la proportion? Tout est écrit. Le génie de Léonard fait qu'il s'en échappe. Il répond à la demande, mais il s'en échappe. La danse de Matisse, de Barnes, celle faite pour Barnes, elle a été faite pour être mise entre des fenêtres. C'est le chef-d'œuvre absolu du XXe siècle. Parce que justement, cette contrainte fait qu'il répond à la demande, mais il s'en échappe avec le talent. Par contre, ils ne doivent pas être des opérateurs de leur travail. C'est-à-dire qu'un artiste ne doit pas dire pour l'exposer dans une foire, ma sculpture est trop lourde, je vais l'alléger. Ça, c'est une catastrophe. Et c'est là où il faut qu'il y ait un opérateur. C'est là où il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise fais ce que tu veux. Si ce n'est pas une chose de commande, fais ce que tu veux, à lui de solutionner les problèmes techniques derrière. Mais si l'artiste se met à répondre à des problèmes techniques non issus d'une commande, mais pour favoriser sa présentation, c'est fini. Ça devient ce que je pourrais dire, même pas un commerçant, ça devient quelqu'un qui est dans l'air du temps. Quel serait votre dernier conseil, votre ultime conseil pour clore cette conversation qui s'adresse à la fois aux artistes ou aux futurs galeristes, aux galeristes existants? D'avoir de l'audace en permanence, d'oser tout. D'oser tout. Ne pas chercher, attention, avoir de l'audace ne veut pas dire chercher à choquer le bourgeois. Hein, c'est un peu ce qu'on a subi ces dernières années. C'est pas de dire qu'est-ce que je pourrais faire que les gens ne comprennent pas. C'est pas ça du tout. C'est qu'est-ce que je peux faire dans mon esprit, comment je peux exprimer ma vision que j'ai contestataire de l'histoire de l'art. Vous savez, Giacometti a dit « si je fais de la sculpture, c'est pour en finir avec la sculpture ». C'est pour contrer l'histoire de l'art. Francis Bacon, c'est pour contrer. Il fait du portrait pour contrer l'histoire de l'art. Donc oui, c'est avoir une audace, la plus grande des audaces. Et les jeunes galeristes, ayez de l'audace. Et surtout, n'ayez pas peur de ne pas avoir de lieu. Utilisez les lieux des autres, quels qu'ils soient. Parfait. Merci beaucoup, Yo-Yo Mag. Merci. Pour votre présence.